Bienvenue à notre webinaire Progresser en bourse. Tout d'abord, un message sur les risques du trading. Les CFD sont des produits à effet de levier. Le trading sur CFD comporte donc un risque élevé et ne convient pas à tous les clients. Nous vous remercions de bien vouloir vous assurer que vous avez pleinement pris conscience des risques inhérents à ce type d'opération et que vous vous êtes fait conseiller de façon indépendante. Le trading de CFD peut non seulement conduire à une perte totale de votre capital investi, mais peut également entraîner des pertes supérieures au dépôt. Le contenu de ce webinaire ne constitue pas un historique de nos cotations ou une offre ou une sollicitation à investir dans un quelconque instrument financier. Brièvement sur IG Bank, ou IG, le groupe IG. IG existe depuis 45 ans. On est coté en bourse avec une capitalisation boursière d'environ 2 milliards de pounds. On est présent dans 17 pays et avons à peu près 240 000 clients dans le monde. En Suisse, on existe depuis 2014. On est régulé par la FINMA. On a donc une licence complète bancaire, même si notre activité se concentre principalement sur le courtage. On a deux bureaux, un à Genève et un à Zurich. En termes de produits, on a à peu près 17 000 valeurs sur des actions, des indices, des matières premières, du forex, tout ça en CFD. Bien entendu, on est leader mondial du CFD. On a plusieurs plateformes. La plateforme IG qui est disponible sur l'application, également sur le web, et une plateforme desktop un peu plus avancée, spécialisée dans les actions en direct. Puis nous avons également MT4 et ProRealTime pour ceux qui connaissent. Un petit mot à propos de moi-même, j'ai 12 années d'expérience dans le trading, je travaille chez IG depuis 2015 en tant qu'analyste des marchés et gestionnaire de clients premium. Il m'arrive d'écrire des articles pour la presse suisse comme notamment Le Temps ou Le Bilan. Avant ça, j'ai fait 2 années dans la branche banque d'investissement de la Banque nationale du Canada en tant que Equity Advisor, puis j'ai été sales trader pendant plus de 4 ans chez Saxo Bank. Voilà, progresser en bourse, comment on peut tirer avantage de l'analyse technique pour profiter des marchés. On va aussi comparer le trading dans le sens de la tendance, donc le trend is your friend, et le trading contre tendance. Et on verra quelques méthodes de trading tout en insistant sur la gestion de risque et la psychologie qui accompagne le trading de tous les jours, surtout quand on utilise un effet de levier et donc on utilise des CFD. On verra par la suite, on passera sur des graphiques en live pour appliquer un peu ce qu'on a appris durant le séminaire. Et puis j'espère que tout ça vous apportera en tout cas quelque chose qui vous aidera à être plus régulier en termes de résultats. À quoi sert l'analyse technique? Déjà, l'analyse technique ne prédit pas l'avenir. C'est un outil comme d'autres types d'analyse, par exemple l'analyse fondamentale, mais il n'y a pas de certitude dans le marché avec aucune méthode. L'analyse technique sert à identifier des scénarios qui ont une probabilité de réussite supérieure à 50% et de sélectionner ces scénarios donc qui ont la plus forte probabilité. Également, ça va vous aider à appliquer une discipline, car comme je l'ai dit, il n'y a pas de certitude, et donc vous permettre, grâce, par exemple, avec des lignes de support de résistance, de gérer votre risque et donc de mettre en place une discipline de trading. Encore une fois, l'analyse technique sans discipline égale perte, en tout cas sur le long terme. Trader dans le sens de la tendance par rapport à être contre tendance. En général, les clients sont contre tendance. Ce graphique-là le montre bien. En fait, celui-ci vous montre le positionnement des clients IG sur le SP500. Vous voyez que la courbe du SP500 est ici. Et depuis que le SP500 a initié le rebond au mois d'avril, les clients se sont principalement été majoritairement short. En fait, vous avez ici la ligne médiane de 50%. Au-dessus de cette ligne, cela veut dire que les clients sont plus longs que short. En dessous de cette ligne, cela veut dire qu'il y a plus de short que de long. Le nombre de shorts maximum a été atteint à ce niveau-là où 90%, seuls 10% des clients environ 10% des clients étaient longs, donc 90% des clients étaient short. Les clients étaient un peu moins short pendant les périodes de consolidation, mais sont restés short tout au long depuis le début de rond. Pourquoi les clients sont continuellement contre tendance? Parce que c'est intuitif. Forcément, quand un prix monte, on a envie de le vendre, et quand un prix chute, on a envie de l'acheter. Également parce qu'on peut espérer, ou on espère, se faire des gains rapides. Effectivement, quand le marché chute, il chute rapidement. Par contre, donc c'est fun, c'est excitant. Par contre, la probabilité de succès est plus faible.
logique si vous regardez le nombre de, si vous accumulez toutes les bougies vertes et toutes les bougies rouges et vous regardez la distance parcourue par les bougies vertes est beaucoup plus importante dans une tendance haussière. Donc la probabilité dans une tendance haussière d'être contre cette tendance, donc à la vente, de succès est beaucoup plus faible. Quand on traite avec la tendance, on a donc une probabilité de succès plus élevée. Par contre, la difficulté, c'est que c'est contre-intuitif. Effectivement, quand un titre n'arrête pas de monter, c'est très difficile psychologiquement pour quelqu'un d'acheter encore. Et pareil, quand un titre n'arrête pas de chuter, c'est très difficile pour un investisseur de vendre. Pareil sur l'euro-dollar. Vous voyez que quand le marché était dans un range, les clients étaient entre long et short, comme vous pouvez le voir ici. Et lorsqu'on a franchi le range, les clients se sont tournés majoritairement short. Alors bien sûr, dans les ranges, on peut avoir des résultats positifs, mais souvent, lorsqu'on casse ce range, on a des gros mouvements impulsifs et très souvent, on va perdre plus que ce qu'on a gagné durant les ranges. C'est vraiment dans les phases de marché impulsives, lors de marchés directionnels, qu'on va gagner le plus. Et dans ces marchés-là, souvent, le client retail, le client débutant, est dans le mauvais sens. Autre concept sur lequel je voulais mettre l'attention brièvement, nouveau record, faut-il shorter le marché? Souvent, les traders sont systématiquement biaisés à la baisse à partir du moment qu'on fait des nouveaux plus hauts. Or, si on regarde vraiment à très long terme, c'est pas parce qu'on est tout en haut qu'on va systématiquement cracher ou s'arrêter de monter. Au contraire, on a eu trois grosses phases de marché baissier séculaires, hein, c'est-à-dire à plusieurs cycles, dans les années 40, dans les années 80 et dans les années 2000. Et à chaque fois, par la suite, on a eu aussi des marchés bullish séculaires. Donc on pourrait très bien être dans un troisième marché bullish séculaire, donc à plusieurs cycles. Actuellement, le marché pourrait donc, c'est envisageable, en tout cas, personne ne le sait vraiment, personne ne peut prédire avec certitude l'avenir, mais on a le devoir de rester objectif. Le marché peut tout aussi bien monter que descendre, et par le passé, on a eu des marchés séculaires qui ont été beaucoup plus importants que le nôtre. Par exemple, celui qui a suivi donc le marché baissier des années 80, on a eu un marché bullish qui a duré plus de 20 ans et a monté de plus de 1000%. Actuellement, on est uniquement à 130% depuis les sommets de 2008. Alors même si on prend les points bas et on prend ce point bas et on compare les deux cours, on est à plus de 2000% pour ce marché bullish et on est à peu près à 400% pour le marché bullish que nous avons actuellement. Donc ce marché bullish pourrait très bien encore durer des années, comme il pourrait s'interrompre. L'important c'est de rester objectif et de ne pas avoir de biais. Il faut aussi bien discerner l'économie réelle et le marché financier. Souvent j'entends dire l'économie va mal, la croissance est faible, on est loin des niveaux pré-Covid. C'est vrai, mais cela ne veut pas dire que le marché doit cracher. Au contraire, lorsque l'économie est encore en décélération, le marché commence déjà à anticiper un bottom. Et lorsque on atteint effectivement ce point bas et qu'il y a une reprise de économique, le marché continue à monter. C'est uniquement lorsque tout va bien et qu'il y a des craintes de surchauffe, ou en tout cas une anticipation de surchauffe de l'économie, que le marché commence à reculer. Et généralement, il y a un décalage, ou en tout cas une anticipation du marché de 6 mois, voire plus. Là, on a une photo que j'ai moi-même prise au quai Gustave-Adolphe à Genève. Il s'agit d'une œuvre d'art d'un artiste zurichois qui brise des verres, donc c'est pas tout à fait visible immédiatement, mais il y a, on peut percevoir un visage, donc on a un œil ici, un autre œil ici, un nez, la bouche ici et le menton. Une fois qu'on a perçu ce visage, on peut difficilement ne plus le voir. En gros, dans le marché, c'est pareil. Une fois qu'on a pris une position basée sur une analyse graphique ou un signal, on a énormément de difficultés à changer d'avis. On va uniquement voir des arguments ou des signaux qui vont être en faveur ou qui vont confirmer votre positionnement. Voilà, donc il faut toujours faire attention à la psychologie dans le marché, toujours se remettre en question. Type de personnalité. On a en effet 4 types de personnalités dominantes. Alors vous trouverez beaucoup plus d'informations à ce sujet sur Internet, mais en général, les personnes qui se trouvent dans cette catégorie, la catégorie dominante, sont souvent des gens qui ont énormément de succès en général dans la vie. C'est des gens indépendants,
qui aiment avoir le contrôle, qui sont exigeants, mais ces personnes ont souvent beaucoup de difficultés dans le trading et il faut absolument qu'ils trouvent un moyen, en tout cas pour tout ce qui est lié au trading, à trouver un moyen d'entrer plus dans cette catégorie-là, où on va être plus réfléchi, plus analytique, plus prudent, peut-être aussi plus humble. Donc toujours faire bien attention à l'ego. Plus on croit savoir, moins on sait, et on ne peut plus vrai. Dans le trading, le nombre de traders, enfin d'investisseurs ou de personnes professionnelles de la finance que j'ai vu perdre de l'argent en bourse, hein, en tout cas avec du levier, justement pour des raisons d'excès de confiance. Voilà, on va voir quelques règles importantes dans le trading à suivre pour pouvoir avoir des résultats, en tout cas à long terme. L'une des plus importantes, planifiez votre sortie. Votre capital, c'est votre outil de travail. Si vous perdez votre capital, vous ne pouvez plus travailler. Donc c'est très important de préserver votre capital à tout prix. Si vous perdez par exemple 50% de votre capital, il faudra vous faire 100% pour juste arriver à votre point de départ. Les grosses pertes également affectent votre psychologie et vous font prendre des mauvaises décisions. Et vous pouvez facilement entrer dans une spirale négative en essayant par exemple de regagner tout ce que vous avez perdu rapidement. Et souvent, c'est tout le contraire qui arrive et vous aggravez la situation. Deuxième règle, définir un stop et à l'ouverture d'une position. Pourquoi à l'ouverture? Parce que ça évite de prendre une décision difficile quand vous êtes sous pression. On va toujours privilégier un stop automatique plutôt qu'un stop manuel. Un stop manuel, je veux dire, par exemple, vous vous dites, ok, si ce prix est dépassé, je sors de ma position sans réellement mettre le stop dans le système. C'est déjà mieux que de ne pas avoir de stop du tout, mais on va quand même privilégier le stop automatique. Déjà, vous n'aurez pas besoin d'être devant l'écran à tout moment et être trop souvent devant l'écran, ça peut également vous faire prendre des mauvaises décisions, hein, parce qu'on est facilement influencé par le market noise et les mouvements intraday émotionnels ou liés à des nouvelles. Pareil, encore une fois, pour éviter de prendre une décision quand on est sous pression, c'est plus difficile, même si on avait un plan à l'avance, d'appliquer le plan lorsque c'est fait manuellement plutôt que automatiquement. La troisième règle tourne autour du ratio gain-perte, qui est très important. En effet, la plupart des clients ont tendance à prendre les profits très rapidement et au contraire à laisser couler les pertes. Or, c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. C'est quand on est juste, il faut essayer de profiter un maximum et de profiter du mouvement le plus longtemps possible, car comme on a dit, les tendances peuvent durer longtemps, elles peuvent se prolonger. Au contraire, lorsqu'on a tort, savoir couper ses pertes rapidement lorsqu'elles sont encore petites. Avec un ratio gain-perte positif, donc supérieur à 1, il vous suffit d'avoir, si vous avez 50% de fois raison, en gros, vous êtes profitable. Je vous donne un exemple, si vous avez un signal d'achat, par exemple, à 100, mais que le support le plus proche est à 80 et la résistance la plus proche est à 110, donc vous risquez 20 pour gagner 10 environ, faut-il acheter? La réponse est non, bien entendu. Il y a toujours des opportunités dans le marché, ça ne sert à rien de traiter tous les signaux que vous avez. On a fait également une étude au sein de IG Bank, où on a étudié la performance des clients en fonction du ratio risque-rendement qu'ils prenaient. Les clients, la majorité des clients qui avaient un risque-rendement en dessous de 1, seuls 19% de ces clients étaient profitables après une période de 1 an, contre 51%, c'est-à-dire 3 fois plus pour les clients qui avaient un rendement risque supérieur, un risque-rendement supérieur à 1. La règle numéro 4, maîtrisez votre risque position par position. En effet, ça ne vous sert à rien d'avoir un stop si vous prenez des positions énormes. Prenons un exemple. Si vous jouez à pile ou passe, vous avez 50% de chance de gagner ou de perdre. Vous risquez 30% par trade. Après 4 pertes consécutives, ce qui est tout à fait possible, vous aurez perdu plus 75% de votre portefeuille. Il ne vous restera plus que 25%. Vous devrez donc gagner 400% pour revenir à votre point de départ, ce qui n'est pas une tâche aisée, bien entendu. Généralement, les investisseurs expérimentés risquent par position un maximum de 1 à 2% du compte. Bien sûr, il faut aussi prendre en compte la corrélation de toutes les positions que vous avez et la globalité, toute l'exposition totale, le risque total de toutes les positions combinées. Si vous avez 10 positions, toutes dans le même sens, de différentes actions, même si vous avez que un risque de 1 ou 2% par position, votre risque est forcément plus important vu que toutes ces positions sont très corrélées les unes avec les autres. Également, l'exposition globale est très importante.
prenons un exemple. Si vous avez 10 000 francs sur le compte, mais vous êtes investi à 100 000 francs, vous avez un effet de levier de 10 fois. Donc vous êtes 10 fois plus investi que ce que vous avez dans le compte. Ce qui fait que vous avez un effet multiplicateur de 10 fois. Un mouvement de 1% égale 10% de votre compte. Un mouvement de 10% égale 100% de votre compte. Donc est-ce que 1% ou un mouvement de 10% est quelque chose qui est envisageable sur vos positions? C'est la question que vous vous posez quand vous avez ce genre de risque. Comment définir la taille de la position? C'est très simple. Imaginez vous avez un portefeuille de 10 000 francs. Vous définissez votre perte maximum à 1% par position. Ça peut être 2%, ça peut être 3%. Enfin, bref, l'objectif c'est d'avoir un pourcentage bien en tête qui est cohérent. Dans ce cas de figure, on va prendre 1% pour faire simple, ce qui fait 100 francs de perte maximum. Imaginons, je mets un stop à 30 pips. Pourquoi? Parce que je vois par exemple un support à ce niveau-là. Pour définir ma taille, je vais tout simplement prendre la perte maximum qui est de 100 divisé par la distance, qui dans ce cas-là est de 30 pips, donc 0.0030. Je rappelle, 1 pips c'est la 4e décimale en Forex. Imaginez que c'est du dollar suisse. J'achèterais par exemple 33 333 dollars suisses ou 3,3 mini-lots sur la plateforme IG. Règle numéro 5, suivre toutes les règles en permanence. Ça paraît évident, mais quelle que soit la confiance que vous avez, il faut toujours se remettre en question, toujours garder à l'esprit le risque que vous prenez. Chaque jour, il y a des opportunités, ça ne sert à rien de courir derrière le marché, vous avez raté une opportunité, vous ferez autre chose, vous attendrez le prochain repli. Il y a toujours des choses qui se passent. Ça ne sert à rien de se mettre dans un trade où le risque rendement-perte n'est pas intéressant. Gérez votre compte de trading comme vous le feriez pour une entreprise. Ça, encore une fois, ça paraît évident. Comme j'ai dit, le capital, c'est votre outil de travail. Si vous détruisez votre outil de travail, vous ne pouvez plus rien faire. Ayez des objectifs cohérents. Ça, encore une fois, ne raisonnez pas par exemple en francs par jour. J'entends des gens qui me disent je veux gagner 1000 francs par jour. C'est impossible, ça ne fonctionne pas comme ça. Le marché ne va pas évoluer de la même manière à tous les jours. Également, si vous avez un objectif avec 10 000 francs d'arriver à 1 million à la fin de l'année, ça voudra dire que vous devrez prendre un risque énorme. Alors tout le monde peut gagner très gros sur le très court terme, comme au casino, en faisant un all-in, par exemple. Mais la probabilité de tout perdre est beaucoup plus élevée. Donc voilà, ça revient à aller au casino en gros, avec ce genre d'objectif en tête. Aussi discerner l'investissement en trading, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure déjà. En gros, un investisseur, par exemple en ce moment, on a une période de consolidation sur les marchés, comme habituellement avec l'effet saisonnier pré-élection en septembre et octobre. Le mouvement qu'on a eu était assez important pour un trader et peut générer des pertes assez importantes si on est dans le mauvais sens ou si on ne se protège pas. Un investisseur à long terme ne va pas vraiment se préoccuper par ces effets saisonniers qui durent 2 mois, car leur horizon d'investissement est beaucoup plus long. On parle d'années et ils ne sont pas préoccupés par exemple ce qui se passe pour un trimestre, même s'il y a un mauvais trimestre ou un effet saisonnier. Pour autant, et il n'y a pas le facteur effet de levier qui a naturellement pour effet d'écourter votre horizon temps en termes d'investissement. Voilà, encore les règles, c'est absolument une condition absolue pour des résultats réguliers sur le long terme. Tout le monde peut gagner gros sur le court terme, mais ça ressemble plus à du poker qu'à autre chose. Qu'à de l'investissement, quoi, en tout cas. Alors, juste pour faire un petit récap, règle numéro 1, donc planifier comment sortir d'une position avant même d'y entrer. Règle 2, définir un stop à l'ouverture d'une position. Règle 3, définir un ratio risque-rendement positif. Règle 4, ne jamais risquer plus que 5%. Alors j'ai mis 5%. Après, ça dépend de la tolérance du risque, bien entendu. Si c'est un portefeuille sur lequel vous vous dites, ok, c'est pour m'amuser, c'est pas mon épargne pour lequel je mets de l'argent de côté pour éventuellement m'acheter une maison à l'avenir, que c'est vraiment pour jouer, je peux bien sûr changer ces règles. L'important c'est d'avoir une idée de combien on risque par position. Et puis règle numéro 5, suivre toutes les règles en permanence. Si vous arrivez à suivre ces règles, déjà ces simples règles, avec discipline, vous avez déjà fait plus de 50% du travail. Et on ne parle même pas de stratégie, on ne parle même pas de méthode de trading.
En termes de process, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, identifier la tendance de fond, la tendance à très long terme et à moyen terme sur le marché dans lequel on va trader. Ensuite, on va pouvoir zoomer dans d'autres unités de temps plus court terme et on va identifier les zones d'achat, vente, mais également sur les unités de temps longues. Et lorsqu'on aura un signal sur la zone, on va définir si le ratio gain-perte est intéressant, sinon on ne fait rien. Si oui, on va définir la taille de la position, l'entrée, le stop et la stratégie de sortie. Pour les unités de temps, alors il y a différents styles de trading. Il y a scalping, intraday, swing, moyen terme, long terme. Alors c'est pas figé ces catégories. Vous verrez probablement différents tableaux sur le même sujet. Mais en gros, ce qui est important, même si vous êtes un scalper, même si vous êtes un day trader, c'est de comprendre que les unités de temps plus longues dominent les unités de temps, les unités donc plus courtes. Si vous avez un signal sur un graphique en day trade, par exemple de 30 minutes ou 15 minutes, ce signal n'est valable que pour la journée. Le nombre de clients que je vois qui prennent une position sur un signal intraday, mais qui gardent la position pendant des mois, voire plus, ce qui n'a plus aucun sens. Le momentum trader, et c'est sur ça qu'on va se focaliser un peu sur la stratégie, enfin les méthodes qu'on va regarder un peu tout à l'heure. On va privilégier les unités de temps longues et optimiser son entrée sur des unités de temps plus courtes, mais toujours dans le sens de la tendance de l'unité de temps longue, pour ainsi dire augmenter les chances de succès. Encore une fois, je rappelle, on parle toujours de probabilité. Si on traite dans le sens de la tendance, la probabilité de succès est supérieure à 50 en tout cas. Donc on augmente les chances de succès. Est-ce qu'il faut absolument ne pas trader contre tendance? Non. Je dirais que pour quelqu'un qui est expérimenté, c'est tout à fait envisageable, mais il faut savoir que c'est plus risqué, il faut avoir plus d'expérience, il faut être plus discipliné. Voilà, je vous invite en termes d'analyse technique, parce qu'on ne va pas couvrir tous les concepts d'analyse technique, mais on a par contre une page qui est très bien faite avec des questionnaires, des exercices. C'est très pédagogique, je dirais, très intuitif. Et relativement court, ça va vous prendre pas plus d'une demi-heure, peut-être 1 heure grand maximum. Une formation que vous pouvez trouver sur notre site internet, sur IG Academy, qui va vous introduire donc à l'analyse technique et vous expliquer les concepts clés en fait. Donc je vous invite à y aller. Il suffit d'avoir un compte démo, c'est gratuit. Voilà. Voici quelques points clés. Déjà les droites de tendance, plus celles-ci elles sont raides, quasiment paraboliques, moins elles sont fiables. Effectivement, il suffit d'un mouvement latéral pendant quelques temps pour casser une droite de tendance qui est très pentue. Donc vraiment, les droites ou les lignes de tendance les plus fiables sont les lignes qui sont horizontales. L'inversion des rôles, lorsqu'un support est cassé, souvent celui-ci devient résistance. Alors ça, c'est très important. Pareil, hein, lorsque vous avez une résistance qui est cassée, celle-ci devient support. Par exemple, lorsqu'on casse ce niveau-là, on va souvent aller retester ce même niveau qui va agir en tant que support. Il y a une psychologie derrière, hein, souvent. Par exemple, il y avait des vendeurs à ce niveau-là, des vendeurs à ce niveau-là. Lorsqu'on est revenu retester ce même niveau, probablement des gens ont tenté un short ou ont vendu à ce niveau-là. Sauf que cette fois-ci, la pression acheteuse était trop forte, ce qui ne veut pas dire qu'on va monter en ligne droite. À un moment donné, il y a des prises de profit et il suffit d'un repli sur cette même zone qui permettra au short de ce niveau-là de sortir sans trop de dégâts, donc en break-even. Ce qui va, en clôturant un short, on achète, ce qui va mettre une pression acheteuse. Aussi, les gens qui ont vu, les investisseurs qui sont restés sur le banc, en gros, sur cette hausse, qui verront un repli, seront tentés peut-être de participer à ce rallye et acheter également sur ce repli. Pareil, ceux qui ont pris les bénéfices vont peut-être essayer de re-rentrer. Donc souvent, voilà, il y a une raison pourquoi les supports deviennent résistance et les résistances deviennent des supports. Un support a plus de chances de tenir quand on est dans une tendance haussière et donc une résistance a moins de chances de tenir dans une tendance haussière. De même qu'une résistance a plus de tendance de tenir dans une tendance baissière. Donc par exemple, si la tendance primaire, le mouvement précurseur au précédent était haussier,
on aura plus de chances de casser à la hausse ici ou ici plutôt que de casser à la baisse ici ou ici. Pareil, lorsqu'on avait une tendance qui était baissière, on aura plus de chances de casser ces résistances plutôt que de casser casser ces supports, pardon, plutôt que de casser les résistances à ces niveaux-là. Pareil à ce niveau-là, casser la résistance plutôt que de casser les supports, plutôt que de casser les résistances et repartir à la hausse. Après, tout ça, c'est une question de probabilité. Plus un niveau est testé, plus celui tient longtemps, plus il est significatif, déjà. Et lorsqu'il est franchi, ça crée souvent des très forts mouvements impulsifs. Donc vraiment, encore une fois, il faut mettre l'accent sur les unités de temps long. Si c'est des supports, des résistances qui ont tenu très longtemps, elles ont plus d'importance. Et ça aussi, très important, c'est les niveaux. On parle toujours de niveaux, mais réellement, ce sont des zones. L'analyse technique, c'est pas une science exacte. C'est pas parce que vous voyez une résistance à 100 que les vendeurs vont vendre à 100 exactement. Ils vont peut-être vendre à 99, 95 ou 105, 110. Donc, on parle vraiment de zones plutôt que de niveaux, même si on parle toujours de lorsqu'on lit des revues d'analyse technique, on parle de niveau. On écrit, on utilise le terme niveau. Comment bien tracer les lignes de support et résistance? C'est relativement simple. Après, ça reste du dessin. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de relier le plus de nombre de points possible. En gros, si vous tracez une ligne, il faudrait que ça touche, que le prix touche cette ligne de prix le plus souvent possible. Par exemple, sur ce point-là, j'aurais pu le mettre à ce pic-là, parce qu'il y a eu des vendeurs à ce niveau-là. Mais il y a également eu des vendeurs à ce niveau-là. Et si on regarde, ce niveau-là avait beaucoup plus d'importance vu qu'il a été vendu à plusieurs reprises. 1, 2, 3, 4, 5. Après, il y a eu toute cette période ici également où on a eu du volume. Et également ici. Donc voilà, pareil ici, j'aurais pu tracer la ligne au top ici, mais réellement le niveau de 1,19 par exemple ici sur l'euro-dollar semble être plus important car on est venu le tester à plusieurs reprises. Après, on va essayer aussi de dézoomer le plus possible. Donc, on va avoir le plus de données possible. Là, je suis sur un 4 heures. Non, je suis sur un daily, pardon. Pour voir, pour aller le plus loin, pour avoir le plus de données possible, en tout cas d'historique, et rendre donc ces niveaux avec le plus de fiabilité possible. Ce qui est important, c'est que si vous tracez des lignes sur les unités de temps longues, par exemple un hebdomadaire ou même un mensuel, celle-ci devrait s'afficher également sur les unités de temps plus courtes. Et la plupart des softwares le font, ou en tout cas vous pouvez le paramétrer. Chez nous, par exemple, c'est le cas. Par exemple, si je devais tracer une ligne de résistance ou de support sur un graphique daily, je le verrais également si j'étais proche à ce niveau-là sur un graphique 5 minutes. Sauf que je ne saurais pas d'où elle vient, vu que sur le 5 minutes, j'aurais uniquement une partie d'historique très fine. Mais au moins, ça me permettra d'éviter d'acheter, par exemple, sur un signal intraday, juste en dessous d'une résistance majeure qui est visible sur un graphique daily ou weekly, quoi. Vous l'aurez remarqué, les marchés n'évoluent pas en ligne droite, mais en structure de vague. L'idée, c'est d'acheter quand le marché est haussier ou de vendre quand le marché est baissier, en tendance baissière, mais pas d'acheter ou de vendre n'importe où. Souvent, vous verrez qu'on a des vagues impulsives, donc ce qu'on appelle ça des vagues impulsives, où il y a une dominance d'acheteurs, par exemple à ce niveau-là, et des vagues correctives, souvent synonymes de prise de bénéfices ou d'équilibre entre acheteurs et vendeurs. À ce niveau-là, ça peut être des niveaux latérales, des ranges, des triangles, généralement des figures de consolidation. Et nous, on va par exemple se focaliser à acheter les replis, donc essayer de déterminer quand est-ce que cette phase de corrective arrive à échéance pour se positionner long dans une tendance haussière. Ou on peut également acheter les cassures des précédents sommets pour également se positionner long. Bien sûr, l'idée c'est de ne pas d'entrer tout en haut d'un marché. Quand un marché est euphorique, on verra plus tard qu'il y a des indicateurs qui vous montrent un marché qui est peut-être en surchauffe. Bien entendu, on peut se tromper et c'est toujours pourquoi on a des règles en place.
au cas où ça devait arriver. Pareil, dans une tendance baissière, on va essayer de vendre les rebonds correctifs ou les cassures des précédents plus bas, des précédents creux. Alors, comment acheter les replis? On peut par exemple céder du MACD, l'indicateur du MACD, et on va chercher des signaux d'achat, uniquement les signaux d'achat vu qu'on est en tendance haussière dans ce cas de figure, et on va ignorer tous les signaux de vente du MACD par exemple. Ce qu'on peut faire, c'est regarder tous les retournements de la courbe du MACD que vous voyez ici en bleu, et lorsque celle-ci se retourne, comme ici, ici aussi, mais il faudrait qu'elle se retourne en dessous de la ligne de 0 idéalement. Donc selon cette méthode, ça ne serait pas un signal ici. Encore ici et ici. Vous pouvez bien entendu le combiner avec d'autres indicateurs, par exemple avec des zones de convergence où il y aurait également des niveaux Fibonacci ou des moyennes mobiles, par exemple la bande basse des bandes de Bollinger, ou également combiné avec des signaux de bougie comme un avalement haussier qui aurait lieu au moment où il y a également un retournement du MACD. On voit par exemple que à ce niveau-là, souvent la moyenne mobile de 50 périodes a tenu. Ici la 200 périodes. Encore ici la 200 périodes. Ici là 50 périodes. Donc ça pourrait donner un peu plus de confiance dans votre signal si on est également sur une moyenne mobile importante en même temps qu'un retournement du MACD. Où mettre les stops et les targets? Techniquement, si j'ai acheté ici par exemple, je devrais mettre mon stop au précédent creux et éventuellement je pourrais bouger mon stop lorsque le prix va dans ma direction. En termes de target, on va essayer de chercher au moins le plus haut précédent et par exemple pour la moitié de la position et laisser courir le reste de la position. Après, il y a plusieurs façons de le faire. C'est de là qu'il faut gérer le risque rendement, gain rendement. Si effectivement le précédent support était trop éloigné par rapport au target potentiel, peut-être que ça ne vaudrait pas le coup de trader et attendre un prochain signal. En gros. Même principe pour vendre les rebonds, sauf que là, on va uniquement chercher les signaux de vente sur le MACD et ignorer les signaux d'achat comme à ce point-là. Ou à ce point, on va les ignorer. Et alors, vous me direz, on peut très bien faire dans les deux sens. Si j'avais acheté ici, j'étais gagnant. C'est juste, sauf que tout, comme on verra plus tard, toutes les techniques ne sont pas infaillibles dans les deux sens d'ailleurs. Mais généralement, la probabilité de succès est plus importante dans le sens de la tendance et aussi en termes de targets, vu qu'on va faire un nouveau plus bas à chaque fois, comme vous voyez ici, on a une tendance clairement baissière, on fait des nouveaux creux, et les sommets par contre sont de moins en moins élevés. Donc si vous allez contre tendance, votre potentiel de gain sera moins important que votre potentiel de gain à la baisse, vu que les mouvements baissiers sont généralement plus grands que les mouvements haussiers. Donc encore une fois, voilà la structure de vague, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Voilà, pour montrer qu'il n'y a aucune technique infaillible, là on verra plus tard aussi des graphiques en live avec on pourra zoomer dans les graphiques, ce sera un peu plus clair. Mais en gros, par exemple ici sur le Nasdaq toujours, on avait par exemple un signal ici et encore une fois un signal ici qui n'ont pas forcément fonctionné. Alors le signal ici, à la limite, on aurait pu ne pas le faire parce qu'il coïncidait avec aucun autre support, en gros, à part peut-être ce niveau-là, mais pas de support majeur. Par contre, celui-là était assez intéressant à trader parce qu'il il convergeait avec un gros support, le niveau psychologique de 11 000, qui avait tenu plusieurs fois, qui était une résistance, qui aurait pu devenir support. Alors, il y a eu effectivement une première réaction, sauf qu'un peu plus tard, on l'a finalement fini par le franchir. Pas forcément significativement, mais si on avait, dépendamment où on aurait mis le stop, si on l'avait mis ici, on aurait été stoppé. Par contre, si on aurait mis au plus bas ici, on serait encore dans le marché. Voilà, mais pour dire que tout simplement, aucun système n'est infaillible, d'où l'importance de toujours se protéger et d'avoir une stratégie avec un stop et une stratégie de sortie. Souvent, vous verrez que lorsque le marché est en phase de consolidation, donc après une grosse phase impulsive, il consolide et on le voit sous forme de figures techniques comme des ranges, des drapeaux, des triangles, des wedges. Alors plus ces wedges ou ces triangles durent longtemps, par exemple si j'ai un range qui dure plus longtemps,
plus le mouvement qui va suivre quand il va casser sera significatif. Okay. Aussi très important, c'est le contexte dans lequel on est. Si la tendance était haussière avant le range, par exemple, il y a plus de chances qu'on casse à la hausse plutôt qu'un retournement à la baisse. Où mettre les stops, où mettre les targets, on verra ça plus en détail plus tard, mais en gros, après une cassure, on peut mettre les stops en dessous de la ligne de résistance qui deviendra support. On peut, si on a raté le mouvement, également attendre le prochain repli. Alors, encore une fois, on ira un peu plus en détail à ce niveau-là plus tard. En termes de target, souvent on va projeter la largeur du range comme un premier target, mais on peut aussi projeter le dernier mouvement impulsif, qui était par exemple ce point-là, et le projeter pour faire une sorte de symétrie et se faire un deuxième target à ce niveau-là. Alors lequel est le plus probable? Là on a un drapeau haussier, donc c'est une figure haussière. Il y en a un qui est à l'intérieur d'une tendance haussière et l'autre qui suit une tendance baissière. Donc forcément, celui qui a le plus de chances de se faire est celui-là, parce qu'on a une figure haussière dans une tendance haussière. Là, il y a peut-être plus de chances que ce drapeau ne fonctionne pas et qu'on reparte à la baisse à ce niveau-là. Pareil pour les triangles, là on a un triangle ascendant, donc des sommets qui restent au même niveau, mais des creux de plus en plus haut. Donc ça montre la pression acheteuse, où les acheteurs sont chaque fois prêts à acheter de plus en plus haut. On a une tendance haussière qui précède, donc forte chance qu'on casse à la hausse plutôt qu'à la baisse de ce triangle, plutôt qu'à ce niveau-là. Ici, par contre, on a un triangle descendant avec une pression vendeuse de plus en plus forte. Les gens vendent de plus en plus bas. Donc, ça pourrait finir plutôt en figure de retournement d'une tendance haussière. Donc, moins fiable les triangles descendants au sein d'une tendance qui monte. Donc, toujours bien regarder le contexte d'où on vient. Les cassures. Les cassures sont extrêmement difficiles à trader parce qu'il y a aussi souvent des fausses cassures. Et souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle de zone et pas de niveau, donc c'est pas toujours très précis. Qu'est-ce qu'on peut considérer de combien on doit casser un niveau pour considérer qu'elle a été cassée, de combien de temps, combien de bougies on doit voir au-dessus de la résistance par exemple pour considérer qu'elle est cassée. Tout ça, c'est des paramètres qui sont aussi différents pour chaque marché, ça vient avec l'expérience. Par contre, voilà, quand on a un niveau par exemple qui est cassé, comme ce précédent sommet qui est cassé, après un énorme niveau parabolique, un énorme mouvement parabolique quasiment en ligne droite, il y a plus de chances que ce soit une fausse cassure et qu'on repart à la baisse parce qu'il y a une fatigue du marché, que lorsqu'on a une configuration qui se fait plus graduellement avec plusieurs sommets de plus en plus élevés et des creux de plus en plus élevés avant de finalement franchir le niveau. Et à ce niveau-là, vous avez aussi une meilleure possibilité en termes de risk management, car vous pouvez mettre un stop ici, assez proche, alors que là, à cette cassure-là, il aurait fallu mettre un stop au précédent support, qui est très loin, donc en termes de risque-rendement, pas forcément très intéressant. Il arrive qu'on rate les cassures, mieux vaut pas courir derrière le marché et attendre le prochain repli. Souvent, on va retester la précédente résistance, comme dans ce cas de figure, et repartir à la hausse, ce qui vous permet d'avoir une deuxième chance et d'acheter à ce niveau-là, au prochain repli, avec le même stop à ce niveau-là. Après, dans vraiment les marchés très forts, on ne replie pas forcément sur cette zone, sur ce traîneau. Par contre, on va toujours y avoir une sorte de pause où on va consolider. Souvent, c'est par un mouvement latéral de très petite taille qui montre que la pression vendeuse est vraiment très faible. Et on peut très bien, de nouveau, à la prochaine cassure de cette petite phase de consolidation, acheter et mettre un stop juste là en dessous. Voilà, juste rappel, les niveaux sont réellement des zones comme je l'ai dit tout à l'heure. Cassure en clôture, oui, alors encore une fois, est-ce qu'il faut privilégier plutôt les cassures en clôture de bougie ou en intra-bougie? Généralement, en clôture, c'est préférable. Et après, de nouveau, bien sûr, les cassures sur des unités de temps longues sont plus importantes que des cassures sur des niveaux des unités de temps courtes. Voici un exemple de cassure sur l'euro-dollar où on avait un range en place.
avec une résistance qui a tenu à plusieurs reprises, une zone de résistance plutôt, entre 0,980 et 1,10. Et puis finalement, on a eu une sorte de mouvement haussier avec un creux plus élevé. On a eu un mouvement similaire, mais vous voyez, ces mouvements étaient plus en ligne droite, comme ici ou ici. C'était donc des cassures qui ont, enfin des tentatives de cassure qui ont raté. Là, en l'occurrence, on avait un mouvement qui était plus progressif, donc plus intéressant. Et on a finalement fini par casser. On aurait donc pu acheter sur cette bougie-là, avec un stop à ce niveau-là, comme indiqué sur le graphique. Puis, pour ceux qui ont raté le move, on aurait eu une deuxième chance, même si on n'est pas revenu tester la zone de indice. On a eu une période où le marché a bougé de façon latérale, exactement tout proche d'une résistance passée, aux alentours des 1,1150. Mais cette résistance a aussi fini par flancher. Donc on aurait très bien pu, avec une deuxième chance, acheter à nouveau ici, avec un stop juste en dessous, à ce niveau-là. Là, c'est juste une cassure quand je parle de cassure majeure, sur plusieurs années, pour dire quand on a une résistance qui tient très longtemps, une fois qu'elle est franchie, souvent on a un mouvement très important, impulsif qu'ici, un mouvement tendanciel, et c'est vraiment dans ces mouvements tendanciels qu'il y a gros à se faire, qu'on gagne le plus d'argent, c'est pas dans les mouvements latérales réellement. Et là également, on avait un marché qui commençait à être en tendance haussière, en tout cas à court terme, avant de finir par franchir, on aurait éventuellement pu acheter la cassure et mettre un stop ici, même si c'était un peu loin. Après, en zoomant, je suis sûr qu'il y avait plusieurs fois des périodes de consolidation, comme ici, où on pouvait à nouveau acheter des cassures sur ce marché. Voilà, pour illustrer tout ce qu'on a vu, les cassures, les replis, on peut voir un peu un cas pratique sur Microsoft. Déjà, pour identifier la tendance primaire, là, je vais aller sur un graphique à plus long terme. Donc là, j'ai un graphique, par exemple, hebdomadaire. On peut utiliser le cloud Ishimoku. Donc, quand les prix sont au-dessus du cloud, que vous voyez en couleur verte, et que ce cloud est orienté vers le haut, donc en tendance haussière, on est plutôt dans un marché haussier. Juste pour comprendre, le bas du nuage ici représente simplement le prix moyen, le prix mid des 52 dernières semaines, donc qui représente une année. Donc c'est quand même un niveau assez significatif. Lorsqu'on est au-dessus du prix mid des dernières 52 semaines, on est plutôt dans une optique haussière. Lorsqu'on est en dessous, on est plutôt dans une optique baissière. On peut aussi également utiliser la moyenne mobile de 200 jours, qui est la moyenne mobile qui est probablement la plus regardée. Et si celle-ci si les prix sont au-dessus, c'est positif, mais également, et plus important, si celle-ci est orientée vers le haut. Donc là, on est passé en dessous, mais elle était toujours encore orientée vers le haut. Donc là également ici. Donc ça n'a pas mis un terme à la tendance haussière. Également, on peut, si le MACD est au-dessus de la ligne de 0, on peut aussi dire qu'on est dans une tendance haussière. Mais vraiment, les deux critères de la moyenne mobile et du cloud, pour moi, sont les plus fiables pour déterminer une tendance de fond. La tendance de fond est haussière, on va se focaliser uniquement sur les achats sur Microsoft. Et là, on va pouvoir utiliser une combinaison des deux méthodes. Simplement acheter les replis sur les zones avec le MACD, qu'on peut combiner par exemple avec des retracements ou des zones de support, des moyennes mobiles. Et on peut aussi combiner avec les cassures. Par exemple, là on a un drapeau, on aurait pu acheter la cassure à ce niveau-là, etc., etc. Alors, quand utiliser les breakouts plutôt que les replis ou le contraire, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Après, c'est aussi une question de préférence, de personnalité. Il y a des gens qui sont plus à l'aise à acheter les replis plutôt que les breakouts ou le contraire. Par contre, par exemple, toujours sur Microsoft, si on a un marché qui commence à montrer des signes de faiblesse dans la tendance haussière, ou lorsqu'on a une tendance qui montre des signes de faiblesse, on va peut-être plutôt privilégier les replis que les breakouts. Par exemple, là sur Microsoft, si on regardait la distance du prix, du cours et de sa propre moyenne mobile de 200 jours, on avait atteint des niveaux assez élevés qui avaient été atteints dernièrement justement avant le crash. Donc peut-être qu'on aurait
peut-être pas eu envie d'acheter ce dernier breakout à ce niveau-là, sachant qu'on était à un niveau très très élevé, à une distance très élevée par rapport à la moyenne mobile. On a également on a eu des bandes de Bollinger très très écartées, plus qu'à la normale, hein. Et également une divergence baissière sur le RSI par exemple, dans la zone de surachat. Le RSI, une divergence baissière, qu'on soit clair, c'est pas un signal de vente, hein, mais ça peut indiquer qu'une tendance est en perte de vitesse. Et que à ce moment-là, on pourrait y avoir un ralentissement ou une pause dans cette tendance haussière. Encore une fois, ça ne veut pas dire vendre, au contraire, on est toujours dans une tendance ferme et intacte à la hausse, mais peut-être on va se focaliser plutôt sur les replis euh, dans ce cas de figure. Un bref recap, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est identifier la tendance primaire à long terme sur un instrument, puis chercher à se positionner dans le sens de cette tendance, mais pas n'importe où. On va soit acheter les replis, soit vendre les rebonds à l'aide de MACD et en combinant avec des zones de convergence comme les bandes de Bollinger, des supports, des résistances horizontales principalement. On peut aussi utiliser les droites de tendance si elles ne sont pas trop raides. Les niveaux Fibonacci également. Puis on peut également utiliser les figures techniques comme les triangles, les rectangles, les drapeaux, les wedges et utiliser les cassures comme point d'entrée et aussi déterminer les stops et les targets. Encore un rappel très important, des méthodes vous en trouverez plein sur internet, sur YouTube, où vous voulez, mais comme toute méthode, si vous avez, le plus important c'est d'avoir des règles déjà et la discipline pour suivre ces méthodes et la confiance pour suivre ces méthodes et surtout des règles de gestion de risque comme on les a vu tout à l'heure au début de la présentation. Voilà, maintenant on va passer directement sur la plateforme et on va voir quelques cas concrets en live pour essayer d'appliquer tous ces concepts qu'on a vus aujourd'hui durant la présentation. Voilà, là je suis sur notre plateforme ProRealTime. En gros, là j'ai un graphique daily et un graphique 4 heures. Hein. Donc on va reprendre juste quelques exemples dans lesquels on avait parlé. On avait parlé de l'euro-dollar par exemple. Donc si là je vais sur l'euro-dollar, moi je vois pas l'écran entier, alors je vais. Ah si. Alors, l'euro-dollar par exemple, on a bon un mouvement quand même haussier, hein, une tendance haussière. En tout cas, on va dire moyen terme haussière. Et on a ce repli ici, à ce moment-là, qui nous a potentiellement donné un signal d'achat. On n'était pas loin de la moyenne mobile de 50 jours à ce niveau-là. On avait donc ce fameux signal de retournement du MACD hein, qui s'est passé à ce moment-là, donc plus ou moins à ce prix-là, à cette bougie. Et puis on avait, et puis je peux même tracer un Fibonacci, hein, par exemple, si je prends la dernière vague de hausse qui est de ce point-là jusqu'à ce sommet-là, et, en fait on a retracé pas loin des 50%. Hein. On était, c'est vraiment, je prends, bon là je suis pas tout à fait précis, mais en gros 1,1587 c'était un gros support. On a eu ce retournement, donc on pouvait très bien acheter sur ce retournement en se disant qu'il y a une zone de confiance entre la moyenne mobile de 50 jours et le retracement de 50%. Ça pouvait être intéressant et on aurait pu mettre un stop par exemple au niveau de 62% de retracement parce qu'il n'y a pas vraiment de support très proche. Bon, en tout cas, voilà, le support le plus proche était à ce sommet-là, à 1,1428 ou simplement un peu en dessous de la moyenne du retracement de 50%, c'est-à-dire 1,1580 qui est en dessous de la figure de 1,16, ça aurait pu être intéressant en termes de risk-reward. Voilà. Si on a raté ce mouvement, on peut très bien encore zoomer hein, pour ceux qui veulent plus faire du court terme. Là, je suis sur un 4 heures. Et là, pareil, on voit, donc on a eu ce mouvement aussi, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein, si on regarde, hein, si on regarde, on a quand même franchi légèrement, donc ça c'est bon signe. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple jouer la cassure au-dessus de 1,8. Donc on a cette phase de consolidation. Et donc si on casse au-dessus de 1,18, pardon, on peut acheter et mettre un stop
en dessous de ce niveau-là, à 17,60. Ou alors, on peut aussi jouer le prochain retracement. On va prendre la dernière vague de hausse. Retracement de 50% qui est également équivaut à ce niveau de résistance une fois, deux fois, et qui pourrait agir comme support à 17,50 et mettre un stop en dessous de ce niveau-là. Ça, c'est une possibilité de jouer l'euro-dollar, par exemple, avec les outils qu'on a vus. Voilà, si je prends une autre paire de devises, par exemple aussi, encore une fois, pourquoi c'est important, les supports, les résistances horizontales. Vous voyez le niveau où on s'est arrêté? Souvent par hasard. C'était une résistance à ce niveau-là. C'était une résistance, on l'a finalement franchi. Il y a eu l'inversion des rôles, comme on l'a vu tout à l'heure, très important. Et les acheteurs se sont mis à acheter sur ce niveau-là. Donc, on a en tout cas eu une première réaction. Est-ce que ça veut dire qu'on va refaire un nouveau sommet? C'est pas sûr. On est dans la direction, mais c'est pas dit que ça va le faire. Mais on aurait pu envisager d'acheter à ce niveau-là. En plus, si on combine avec d'autres choses, on avait également le signal ici, le retournement de MACD. Et puis, si je prends la dernière vague de hausse à partir de ce point bas, hein, de ce repli ici, on était à 62% de repli. Donc, tout ça converge sur ce niveau, et sur ce niveau, il y avait réellement quelque chose à jouer. Après, ce que vous pouvez faire, c'est toujours une question de personnalité. Vous pouvez très bien, pour la moitié de la position, avoir un target de la même distance que votre stop. Okay, donc un ratio perte 1-1, et puis pour la deuxième moitié de la position. Laissez courir la position pour aller chercher au moins le sommet précédent, c'est-à-dire une continuation de la tendance, c'est-à-dire il devrait au moins casser ce niveau, donc au-dessus de ce niveau-là. Et là, vous avez forcément, une fois que vous avez déjà pris votre gain avec, par exemple, imaginons que vous aviez mis un stop de 30 pips en dessous de ce support-là, et un target de 30 pips, même si vous perdez sur la deuxième moitié, vous sortez break-even. En gros, vous savez que vous ne pouvez plus perdre sur cette position, quoi qu'il arrive. Et donc, ça vous permet d'être patient sur la deuxième moitié de la position et la laisser courir. En gros. Encore une fois, chacun sa tolérance, chacun sa personnalité. Les méthodes de trading, vous en trouverez, mais sur Internet, des tonnes. Moi, j'ai pas réinventé la roue, ni les gens sur Internet. Le plus important, encore une fois, c'est que si vous trouvez une méthode qui vous convient, c'est surtout de la suivre avec discipline et toujours prendre en compte ces règles qu'on a vues tout à l'heure. C'est plus important que la stratégie en elle-même. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait sur le marché également? On a le SP500, par exemple. Encore une fois, on a un retracement sur une zone qui est vraiment, vraiment très forte. Vous voyez? Ça vous montre quand même que l'analyse technique est fortement utilisée parce qu'il y a des réactions vraiment presque au point près sur des niveaux tellement importants. Vous voyez qu'on a touché ici, ici, ici. Et quoi de plus, on est sur la moyenne, on est sur pas de 50 jours, pardon, la moyenne de 100 jours, tout proche de la moyenne de 100 jours, moyenne mobile de 100 jours, simple. Et puis on a aussi ce retournement qui vient confirmer ici. Donc tout ça, ça vous donne confiance en votre signaux et trader vos signaux sur ces niveaux-là. La difficulté, c'est quand le marché n'arrête pas de perdre. Et forcément, si vous êtes sur un marché de 30 minutes, juste pour mettre en perspective, beaucoup de gens ont tendance à regarder des graphiques uniquement à très court terme. Là, j'ai pris l'action de prix il y a un mois. Quand vous avez des marchés qui chutent comme ça, vous voyez, vous êtes en panique. Et par contre, quand vous faites un zoom out, hein, c'est-à-dire vous allez solliciter des temps plus larges, vous voyez, on n'a pas à retracer tant que ça, finalement. On n'est pas non plus dans un bear market et on n'a pas encore franchi les niveaux importants. Au contraire, on arrive sur un niveau où il y a potentiellement des acheteurs. Voilà, ça c'est pour le SP500. Après, encore une fois, si on a raté l'achat ici à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit que
Ici, c'est un gros niveau, là, je suis sur un 4 heures. On a touché ici, ici, ici. Ensuite, ça fait résistance. On retouche ici, on retouche ici. Donc, on dirait la zone 3300, 3320 est une zone intéressante pour l'achat. Bon, là, en l'occurrence, elle a tenu, donc il y a des chances que si on franchit ce prochain niveau, qui est 425, bah, on ira aller chercher le sommet hein, qui est ici. Voilà. Alors, est-ce qu'il va le faire d'un coup? Est-ce qu'il va pas d'abord latéraliser? On ne faut pas oublier qu'on est en pleine période d'élection aussi à prendre en compte. Les marchés à tendance à pas aimer l'incertitude et souvent incertitude qui est incertitude, on dit sont plus de volatilité ou en tout cas un marché qui a tendance à latéraliser. Donc on pourrait très bien encore revoir le range ou même le bas du range. Mais en termes de risk reward, si on voit à 3300 avec un stop un peu plus bas à 3250, pourquoi pas? Ou on voit chercher 3200 à nouveau, un stop plus bas également, il y a des choses à faire. Après le prochain niveau important, voilà, il faut zoom out de nouveau pour les soldes daily et ce sera plutôt la moyenne mobile de 200 jours à ce niveau-là. Voilà. Ah oui, j'ai oublié, mais si on traçait un Fibonacci, on prenait ce point bas de juin, bah, on était justement de nouveau entre 50% et 61%. Après, tout ça, ça s'applique aussi sur les actions. Voilà, un titre que j'aime bien, que je regardais, c'était dans l'énergie solaire. Bon, maintenant, le mouvement est un peu fait. Mais en gros, là, encore une fois, on a eu un repli qui est venu vraiment pile poil sur l'ancienne résistance qui était à ce point-là. On a rebondi direct dessus. Si je traçais un Fibonacci, encore une fois, je prends le point. La dernière vague de hausse, hein, parce que ça, c'est la dernière consolidation. Certes, elle était petite, mais quand même. Ben, j'arrive à exactement 50%. Ouais. Quasiment 50% au moins près. Là encore, on avait un retournement du MACD, donc vous pouvez combiner tout ça pour acheter les replis. Si vous avez raté les replis, vous pouviez encore acheter la cassure à ce niveau-là. Ici. On avait aussi ici une sorte de double bottom. Hein. Et là, on a cassé, on a franchi le niveau qui, à ce niveau-là, a réconforté encore l'achat. Et puis on a franchi encore ce niveau-là. Alors certes, quasiment en ligne droite, donc c'était assez difficile de l'acheter parce que ça vous aurait obligé de mettre un stop relativement loin. Là, je dirais qu'il faudra attendre le prochain repli pour faire quoi que ce soit. Voilà. Il y a un titre suisse, ABB par exemple. ABB, on voit qu'on est un marché, un range très serré. Hein, on le voit c'est très clairement. Et donc là, je pense que la plupart des gens pensent, en regardant ce graphique, que on va casser en bas du range parce qu'on est tout en haut. Or, en termes de probabilité, justement, si on se base sur les techniques, car le mouvement qui a précédé était un fort mouvement haussier, il y a plus de chances qu'on casse à la hausse plutôt qu'à la baisse. Donc voilà, moi je ferais plutôt une cassure à la hausse avec un stop en dessous du niveau du range. Pour MACD, et là on a aussi, vous voyez qu'on a des signaux sur le MACD qui ont moyennement fonctionné parce qu'on n'a pas réussi à vraiment casser le range plus haut, mais tout de même. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait Roche. Là, plus difficile à trader, je dirais. On a une sorte de canal baissier. Hein. Ouais, on a même franchi, donc ça c'est une fausse cassure. Et on aurait pu tenter un achat à la sortie de ce canal, mais voilà, ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que, encore une fois, faut toujours avoir des règles en place. Et là, par contre, on a potentiellement un support important. Alors, vous me direz, on est dans une tendance baissière avec le canal. C'est vrai, mais si je regarde vraiment un peu plus long terme, on est quand même, alors c'est pas une très jolie tendance, mais on est quand même dans une configuration plutôt haussière. Hein, si j'ajoute ici, voilà, alors moi j'aime pas toutes les autres valeurs. Je trouve que c'est trop, il y a trop de choses, donc j'enlève
Je veux juste le nuage. Et les autres, voilà, c'est tout ce que je veux. Et puis je peux très bien mettre ce Ishimoku 7 à ce défaut, c'est la prochaine fois, je le retrace, il reste comme ça. Donc on est au-dessus du nuage tout de même. Et ce nuage est quand même haussier. La moyenne mobile bon là je suis en hebdo, hein, donc là j'ai du 50 semaines, c'est quasiment 200 jours, est quand même haussière et on reste au-dessus. Donc pour moi c'est quand même un marché haussier. Et ça c'est plutôt une consolidation baissière, certes assez importante, mais à ce niveau-là, proche mettre un stop en dessous du support, à ce niveau-là, ça paraît être quand même un achat pas trop mauvais, mais il faudrait d'abord attendre un retournement haussier du MACD avant de s'y lancer. Donc, ce ne serait pas forcément pour tout de suite, mais c'est un setup qui est en train de se mettre en place et qui pourrait être intéressant sur Roche. Voilà, on arrive au bout de ce séminaire. Je crois qu'on a dépassé l'heure et on a perdu quelques personnes au passage. Donc, voilà. Comme on a dépassé l'heure, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de questions. N'hésitez pas à laisser votre feedback à la fin de la présentation. J'espère que ça vous a aidé. Et puis, on se revoit prochainement pour une autre présentation sur le même thème ou un autre thème différent. Également, si vous avez la possibilité à la fin de la présentation de nous dire quelle partie ou qu'est-ce que vous avez aimé de cette présentation, qu'est-ce que vous aimeriez voir plus souvent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent justement simplement faire des analyses de marché comme on l'a fait à la fin. Voilà, ou peut-être séparer les deux présentations, une partie plus sur la psychologie, une partie plus sur le trading pur. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre feedback. On est là très ouvert à votre écoute. Et puis, je vous souhaite encore une très bonne soirée. Vous qui avez pris le temps de vous connecter un mardi soir, pour être assez courageux. Voilà, à bientôt et à une prochaine. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre trading.